Voilà. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. La pensée est à la base de... En tout cas, elle est fondamentale, mais nous ne pensons pas. Parce qu'eux, ils ont une longueur d'avance sur nous. Bon, on devient des respectés, des robots, si tu veux. Mais il y a quand même un besoin d'état fort. La quotidiennité nous montre ça. On a besoin d'état fort, on a besoin de la police, on a besoin d'avoir accès à l'eau potable, à la santé, à l'éducation, et ça, on ne peut pas l'acquérir sans un état fort. Ça nous remet toujours dans le cadre de notre débat, la gouvernance politique. Donc, le résumé sur ça, c'est de dire qu'on a, malgré tout, besoin d'un état fort, mais on a besoin d'un état délivreur de services qui ne laisse pas les populations à l'abandon, qui soit là pour les octroyer des services. Si vous faites la route Mopti-Gao, bon, vous allez vous rendre compte du désordre des gens. Même vous, si vous n'allez pas jusqu'à prendre les arbres, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, il faut le dire. Non, il y a des choses qui sont terre à terre. Il n'y a pas de route entre Sévaré et Tombouctou. Il faut comprendre cela. Donc, cela est valable pour le nord, mais cela est valable un peu pour tous nos territoires. Un peu partout, que ce soit au sud, à Kenyeba, même chez moi à Mandécuit, un peu partout, on est tous dans ces situations. Donc, tout ça, on ne peut le résoudre qu'au niveau de la gouvernance politique, au niveau du portage d'un leadership politique. Donc, j'enchaîne sur le sujet de la citoyenneté. Pour dire que quand on parle de citoyenneté, bon, il y a quand même un certain nombre d'éléments qu'il faut évoquer très rapidement. La civilité, c'est quand même un certain nombre de comportements sociaux. Aujourd'hui, le métier des jeunes de Bamako, c'est d'insulter les gens dans la rue. Ils doivent tantôt, ils tentent dans la circulation. Je le disais la dernière fois aux jeunes, il n'y a pas longtemps. C'est malheureux qu'on soit arrivé à Edemorami, donc comment tu peux l'insulter? Bon, franchement, on a quand même une société trop indisciplinée. Ce n'est pas normal. D'où nous vient cette indiscipline? Modérateur, tu me regardes, mais bon, quand même, ça fait quand même mal de se faire insulter dans la circulation. L'état de notre route, ça j'insiste là-dessus, franchement, ce n'est pas bon. On peut reprocher tous les mots d'Israël, comme on dit aux Occidentaux. Vous n'allez jamais voir un motocycliste ou un automobiliste en France foncer sur quelqu'un pendant qu'il est sur la route ou bien l'insulter dans la circulation. C'est très très rare. Pour les aînés et les anciens ici qui ont déjà été en dehors. Mais nous, on le fait. Et je l'ai dit, ce n'est pas bon. Franchement, ce n'est pas bon. Ces bassesses d'incivilité là, il faut qu'on sorte de ça. Beaucoup d'entre vous ici aspirent au leadership. Mais on va tous boire de l'eau ici et on va jeter les sachets par terre. Et ça aussi, c'est à l'adresse des organisateurs. C'est nous aussi qui mettons les gens dans ça. Mettez un carton à côté, les gens finissent de mettre dedans. Mais rien n'est fait pour faciliter la vie aux gens. Et la vérité, c'est ça. L'État ne facilite rien, nous-mêmes on ne facilite rien. C'est la vérité, il faut le dire. Donc, je ne veux pas utiliser des termes désagréables, mais vraiment on est dans des sociétés où on se comporte comme ça. Donc, pour dire que la société, la citoyenneté dont je parle, elle est dynamique. Quand on parle de citoyenneté, il n'y a pas une citoyenneté, elle est dynamique, elle évolue. Donc, sous le contrôle des anciens, je sais que sous la période coloniale, la citoyenneté qui existait, c'était celui de l'assimiler. Celui qui pouvait dire nos ancêtres les Gaulois. Pour les anciens qui ont connu l'école, les premiers pas de l'école, les manières qui existaient, c'était dedans nos ancêtres les Gaulois. Ibamanade, tu lis nos ancêtres les Gaulois, c'est comme ça. Parce qu'on était sous la colonisation. Et la métropole, c'était la France. Donc la citoyenneté du citoyen, en tout cas des habitants de l'époque, sous la colonisation, c'était l'assimiler. L'assimiler, celui qui portait les lunettes forcément, même s'il voyait, il n'a pas mal aux yeux. Voilà, celui qui... C'est ça. Donc, sous la Première République, la citoyenneté sous Modibo Keïta, ça a été défini à travers la réforme de 1962.
Et l'idée, c'était justement la décolonisation justement du système scolaire. Parce que, vu l'obédience socialiste, il s'est dit, il faut quand même déconstruire, décoloniser le mental des citoyens pour qu'on ait des citoyens qui soient fiers de l'Empire du Mali. Et la référence principale, justement, a été l'Empire du Mali pour qu'on soit fiers de Soundiata Keïta, fiers d'être de nos réalités maliennes. Sous la Deuxième République, à partir de la redéfinition de la vision de l'école, c'était en 1978. Et la citoyenneté, c'était la caractéristique fondamentale, c'était ce qu'on appelait la ruralisation. C'est-à-dire comment faire en sorte qu'on ait des citoyens qui soient fiers d'être éleveurs, fiers d'être agriculteurs, mais qui produisent, qui ne soient pas là à ressasser de la théorie en tout cas de la pensée doctrinale, mais vraiment des bâtisseurs à partir des réalités du terroir. Donc, c'était ça l'orientation sous la Deuxième République. Sous la Troisième République, bon, on est tombé dans la démocratie. On a vu l'explosion des associations, on a vu comment dirais-je, voilà, on est tombé dans la démocratie, donc la citoyenneté, elle est plus là. Celui de tout le monde est égal, tout le monde est, voilà, on est tous des démocrates, c'est la démocratie. Donc la citoyenneté s'est définie par rapport à cela, il faut comprendre. Aujourd'hui, ce que nous vivons et ce que nous définissons en termes de citoyenneté, ce n'est pas ce qui a été par le passé. Donc ça, c'est bon à le savoir. Mais ce qui est malheureux de constater, c'est que la citoyenneté, le mot citoyen apparaît dans notre constitution, je pense à la 3e ou à la 4e page seulement. Elle n'est pas définie, elle n'est pas mise en valeur dans la constitution. Ça, c'est malheureux. La définition n'est pas, la citoyenneté n'est pas mise en valeur dans la constitution malienne. Elle apparaît à l'article 16 de la constitution. Et dans un paragraphe, dans un article bizarre, en cas de calamité nationale constatée, tous les citoyens ont le devoir d'apporter leur concours dans les conditions prévues par la loi. C'est le premier article, l'article 16 à la page 3 ou 4, à partir duquel la citoyenneté apparaît. Après, bon, tous les autres, c'est le citoyen défend sa patrie, le citoyen vote aux élections. Donc, la citoyenneté, la constitution malienne d'aujourd'hui ne met pas en valeur la citoyenneté. C'est mélangé dedans comme ça, voilà. Ça, c'est pas bon. Bon, quand on parle de citoyenneté, il sert aussi de parler de l'engagement politique des jeunes. L'engagement politique des jeunes, c'est mi-figue, mi-raisin. Ça existe, ça n'existe pas. Vous avez des statistiques qui montrent que ça existe, vous avez des statistiques qui montrent que ça n'existe pas. Mais en réalité, rien n'est fait pour consolider cela. Si les partis politiques prennent l'aide aux partis politiques et ne travaillent pas en ce sens, bon, les jeunes sont obligés de se débrouiller avec les moyens de bord comme vous les faites pour avoir des cadres d'expression, pour avoir des cadres d'interaction. C'est ça. C'est ça. Selon les statistiques dont je dispose, pour le Mali comme pour l'Afrique, vous avez simplement 2 tiers des jeunes qui votent aux élections. Ceux qui participent aux meetings, aux activités, il n'y a qu'un tiers. C'est-à-dire si on prend le cas du Mali, il n'y a que 37% qui participent aux meetings, aux campagnes, à ces genres d'activités. Donc c'est cela. Et quand on lit avec intérêt et avec intelligence le rapport de Afripol, ça dit entre autres cela. C'est-à-dire que nous avions une citoyenneté, en tout cas un engagement politique qui est opportuniste. L'engagement politique, c'est même ça le terme, il est opportuniste. C'est-à-dire qu'il n'est pas systématique et il n'est pas dans la durée. Donc ça, il faut le changer. Ça, il faut le changer. Bon. Pourquoi les pannes de leadership politique? Bon, quand on parle de leadership politique, déjà, on parle de quoi? Je pense que on parle de... D'ailleurs, il faut qu'on fasse ce débat. Quand on parle de leadership politique, on parle de la capacité d'une personnalité à conduire vers le changement, à proposer des orientations, ce que les Anglais appellent des guidances,
c'est-à-dire que des cadres vraiment de mobilisation collective. Et il y a 5 traits qui caractérisent le leadership, c'est l'ambition, l'énergie, ainsi de suite. Max Weber, dans la science politique, va vous parler de leader traditionnel, de leader légal et de leader charismatique. On ne va pas insister là-dessus, le modérateur fait bien son travail. Mais le type de leadership dont on a besoin, c'est ce qu'on appelle le leadership transformationnel. Le type de leadership dont on a besoin au Mali, selon moi, c'est le leadership transformationnel. Les leaders qui nous envoient, qui nous amènent à transformer nos réalités. Soit moi, enfin, je n'ai pas la prétention de leader, mais au moins le maire qui dit on ne commence pas la conférence tant que tout le monde ne sort pas pour assainir au moins l'endroit, etc., etc. Des gens qui ont la capacité de porter le peuple vers le changement. Je vous dire que le changement n'est pas facile. Hein? Même les sociétés démocratiques, là, ils résistent au changement. Le changement n'est facile nulle part. Parce que ça voudrait dire que vous et moi abandonnons une partie de nos privilèges. Et nous sommes au Mali une société où on aime avoir le sentiment d'avoir le privilège. C'est-à-dire qu'on n'a même pas le privilège, hein, mais on a le sentiment d'avoir le privilège. Ah oui, monsieur le maire, ah oui, monsieur le chef. On aime avoir ce sentiment. Bon, et c'est un peu partout dans nos sociétés. C'est un peu partout dans nos sociétés. Quand quelqu'un a une portion de responsabilité, il devient automatiquement un soi-disant leader, mais un leader de prestige. Il faut rompre avec ce leadership de prestige-là, qui est budgétivore. On achète des 4x4, des véhicules pour des gens, ils ne contribuent en rien. On a besoin de leadership transformationnel, quelqu'un qui a la capacité de mettre sa défaite électorale en jeu aux prochaines élections en envoyant le peuple vers le changement. Mais c'est ce que nos leaders ne parviennent pas à faire. On est toujours dans des calculs politiciens, on est toujours dans des petits calculs. Et si on ne change pas, on va rester. Et les défis vont demeurer. Les défis vont demeurer. Donc, comment aboutir vers le leadership transformationnel? C'est de ça qu'on a besoin. C'est de ça qu'on a besoin. Donc, voilà, bon, je voulais aborder la loi électorale, parce qu'il y a une polémique aujourd'hui autour de la loi électorale. Bon, ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que dans les démocraties sophistiquées, ce n'est pas le jour des élections que les gens gagnent les élections. Les gens gagnent les élections depuis longtemps, à travers des textes de ce genre. C'est-à-dire que où on essaie d'avoir des circonscriptions électorales, d'avoir en tout cas des cadres électoraux qui font que beaucoup de personnes ne peuvent pas se présenter. Je n'ai pas la prétention de dire que c'est ça qui est en train d'être fait, mais en tout cas, il faut ouvrir le débat, la réflexion dessus. Pourquoi la loi électorale a été portée en modification? On est à je pense qu'on est à notre 6e ou 7e révision de la loi électorale. Ce n'est pas mauvais de toute façon, parce que normalement, à l'entame de tout processus électoral, il doit nécessairement avoir une révision de la loi électorale. C'est ce qui est conseillé par les organisations, en tout cas spécialisées en la matière. Donc ce n'est pas mauvais qu'on ait plus de 6 révisions de la loi électorale, mais aussi faudrait-il que les éléments de base... Donc il y a un débat qu'il faudrait qu'on connaisse. Est-ce qu'il faut laisser la loi électorale telle qu'elle, pour que tout le monde, on ait à chaque fois 1000 candidats aux élections présidentielles, ou bien est-ce qu'il faut restreindre pour qu'on ait quelques candidats simplement? Bon, si on dit qu'on restreint, on sait que c'est les grands commerçants, ceux qui ont beaucoup d'argent, ou ceux qui fricotent avec les narcotrafiquants, qui vont se faire élire. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de la gouvernance politique au Mali sans parler du narcotrafic. Ce n'est pas possible. Ça existe. Ça existe. Donc, c'est des périls. Quand on débat aujourd'hui, il faut faire des projections. C'est des périls d'aujourd'hui et de demain. C'est des périls d'aujourd'hui et de demain. Donc, est-ce qu'il faut aller vers ça? Mais en tout état de cause, les arguments avancés, c'était de prendre en compte justement l'accord pour la paix. Parce que l'accord pour la paix a quand même
porter un certain nombre de toute l'institution du suffrage pour les élections au niveau du cercle, ça n'existait pas. La possibilité du transfert du siège de la commission électorale à CENI, c'était simplement Bamako. Et puis l'institution de la commission au niveau régional, les élections régionales, bien d'autres choses. Donc pour conclure, je pense qu'il y a un certain nombre de propositions que je formule. Pour moi, la première proposition, c'est un débat. C'est un débat national. Vraiment, un débat national. Pas un débat national simplement à Bamako, hein, où on va inviter les pontifes, les mêmes personnes, pour dire la même chose. Non. Il faut systématiquement dans chacun des villages, des hameaux, des communes, des cercles, des régions et au niveau du district, avoir des... Le débat, c'est le rapport des identités par rapport à la politique. Ça, c'est un vrai débat qu'il faudra avoir. La colonisation, quand on a accédé à la 1960, on a construit un État unitaire. Aujourd'hui, les gens veulent valoriser. Vous prenez... Il y a des signes, hein, quand on fait l'analyse de l'évolution de notre société, il y a des signes. Vous partez à l'université. 70% des associations à l'université, c'est des associations de ressortissants. De Tombouctou, de Kidal, de Gao. Mais pourquoi les gens veulent se retrouver d'abord systématique sur le Mali de demain qu'on veut? Deuxièmement, c'est que de plus en plus, il faut un engagement. Ok, bon, heureusement que mes préoccupations ont été prises en charge par mes prédécesseurs. Oui. Ce que je voudrais maintenant, ça c'est... Ça évolue. Tu vois, donc c'est un peu la manière, la complexité de tout ça, c'est un peu ce que je tente de mettre en évidence pour dire qu'aujourd'hui, pour critiquer la gouvernance aujourd'hui actuelle, il faut prendre en compte la place de l'aide publique au développement. C'est quand même le 1/3 de notre budget. Près de 45% de notre budget. Bon, on ne peut pas mettre ça à côté. On ne peut pas mettre ça à côté. C'est comme quand on parle de la réconciliation au Mali. Et quand on parle de la réconciliation, on voit le gouvernement, les partis signataires, et puis c'est tout, mais c'est faux. Il y a les partenaires internationaux qui sont là. Eux-mêmes, ils disent que c'est la fête des Maliens, mais même ça, il n'y a pas plus d'hypocrisie que ça. C'est faux, parce que c'est eux qui dictent le tempo. C'est eux qui nous ont fait signer l'accord. Ils dictent le tempo, c'est eux qui ont financé même la signature de l'accord. Aujourd'hui, dans la République, certains veulent qu'on dise petit, il y avait un chef de famille fort sans qu'il ne paye pas sa popote. Mais ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, il y a les choses sont souvent très c'est pas possible. Bon. Que ce soit le président de la République, passé, actuel ou actuel, que ce soit les ministres passés ou actuels, toutes les vociférations qu'on voit, c'est de la pure rigolade. Je le dis tout crûment comme ça, mais c'est pas possible. Si on coupe l'aide publique au développement, si on coupe les ventes tout de suite là, ça va chauffer. Ça va chauffer. Ça va chauffer. On va peut-être vivre, on va peut-être résister à un moment donné, mais il faudrait que justement on prenne notre destin en main. Toutes les 703 communes au Mali fonctionnent avec le soutien des bailleurs de fonds. Le secteur de la santé, le secteur de l'éducation. Le secteur de l'agriculture, tous les secteurs, la société civile malienne, tout le monde, partout, les universités, tout le monde fonctionne avec l'aide publique au Mali. Ça, je te le dis. Hein. Donc notre souveraineté là même, quand on ose se bomber la patrie pour dire qu'on est souverain à ça, il faut qu'on le relativise. Il faut qu'on le relativise. Parce que la vérité est qu'on ne paye rien. Personne ne contribue à la République. Maintenant, ça, c'est pas du jour au lendemain que ça va changer. C'est pas simplement le Mali, un peu partout l'Afrique, on est dans ces situations. Il faut un processus long, mais il faut commencer. Il faut un processus long, mais il faut commencer. Et il y a des exemples. Il y a des pays en Afrique qui sont en train de se rendre indépendants. Le cas du Rwanda est là. Ils sont en train de tout faire pour se rendre indépendants. Donc, c'est pas impossible. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Bon, c'est un peu la même question par rapport aux relations internationales dont tu parlais. L'influence de la communauté internationale, c'est pour moi, ce qui est pire, c'est sur le plan de la pensée. C'est qu'on nous fait adopter des concepts qui ne sont même pas les nôtres. Hein? Et bon, voilà, nous, l'autre sens de ta question, c'est que la démocratie, avec tout ce qu'on connaît,
l'armada des institutions, des partis politiques, parce que souvent on résume la démocratie aux partis politiques, à tout cela. Est-ce qu'on a besoin de ça? Il faut en débattre. Parce que moi, personnellement, comme vous tous, on tient à la démocratie. La liberté de culte, la liberté de penser. Si on n'était pas en démocratie, moi, je ne peux pas parler comme ça. C'est pas possible. Voilà. Donc, ça, on tient à cela, à la liberté de presse. Quand on parle de démocratie, il y a tout ça dedans. Hein? Voilà, ils vont diffuser ça à la télé, à la radio. Bon, ils vont... Voilà. On est en démocratie, donc je peux parler comme ça. Donc, ça, on tient à cela. Que toi, tu te présentes, tu as la capacité de te présenter aux élections directement, sans consulter X ou Y. Tu tiens à cela. Si tu es en démocratie, non. Si on n'est pas en démocratie, ce n'est pas possible. C'est des gens qui... Voilà. Donc, pour ça, on tient à cela. Maintenant, une démocratie où on donne des milliards aux partis politiques pour 2-3 activités, une démocratie où on a des leaders politiques qui sont coupés du peuple, ou une démocratie où on fricote ça et là avec où on ne... Ça, il faut remettre ça, il faut rediscuter de cela. C'est ça le débat. C'est ça. Mais la démocratie en tant que mode de gouvernance, mode de régime politique, ça, je pense qu'il faut d'ailleurs se défendre. Il faut d'ailleurs le défendre. Je disais il n'y a pas longtemps au GIE qu'on doit tous être des démocrates infatigables. Tout ce qui est coup d'État, etc., il faut qu'on lutte contre ça, parce que ça nous met en retard. Mais après, c'est dans la démocratie, c'est à l'intérieur qu'on va changer les choses. C'est comme si, dans la famille, tu penses que, bon, ton père ou ton frère, il n'est pas sérieux, il n'est pas ceci, et qu'il faut l'éliminer. Voilà, tu ne résous pas le problème. Tu ne résous pas le problème. Voilà, même dans les démocraties avancées, il y a toujours... C'est-à-dire qu'à chaque époque, on a toujours des défis. Mais il faut avoir la capacité de surmonter ces défis. Il faut voir les États-Unis, après combien d'années de démocratie, ils sont confrontés à cette histoire avec des candidats comme ça. À la limite, des candidats farfelus. Bon, il faut le dire. Eux-mêmes, ils ne sont même pas fiers de cela. Vous discutez avec eux, ils ne sont pas fiers. Ils ne sont pas fiers. Donc ça, c'est des réalités. Donc ça veut dire qu'on n'est pas à l'abri des défis. On n'est pas à l'abri des défis. Mais il faut avoir la capacité de les gérer, Et c'est ça, donc voilà. Bien, donc on va devoir ouvrir le deuxième liste très rapidement. Oui, votre nom? Mohamed Doridje. Mais ma question est de savoir si les contributions sont... Non, vous attendez d'abord. On va faire la liste et on vous donne la parole, ok? Si les contributions sont autorisées. Les contributions, mais si vous avez la parole, vous pouvez faire les contributions. Voilà, mais attendez d'abord avoir la parole. Rappelez-moi votre nom. Mohamed Doridje. Oui. Oui. Moi, c'est Sidik Soboa. Oui. Berthe Abdoulaye. Diakté. Berthe Abdoulaye. Berthe Abdoulaye. Oui. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Ok. Donc, nous allons passer directement à Mahaman, s'il vous plaît. Mais soyez bref, s'il vous plaît. Excusez-moi et bonjour à tous. Merci aux conférenciers. Je ne voudrais pas poser des questions, mais je voudrais seulement intervenir pour apporter une contribution à ce débat. Et ma contribution, c'est essentiellement à un point, peut-être qu'il n'a pas été souligné. C'est-à-dire, quand on vit dans une société, l'objectif principal de tout individu social, c'est de contribuer au développement de sa société. Et ce développement ne peut marcher et ne peut aller sans que les ressources humaines de cette société ne soient de qualité. Et pour que ces ressources humaines soient de qualité, il faut obligatoirement leur assurer une éducation de qualité. Et selon moi, le tout tourne autour de l'éducation. Quand on va faire un rappel de ce qui s'est passé chez nous auparavant, c'est que certaines pratiques étaient bannies chez nous. On essaie dans la société
pour contribuer, pour avoir quelque chose à faire, pour savoir se rendre utile pour sa communauté. Si tu travaillais, tu cherchais à être meilleur dans ce que tu faisais. Quoi qu'il en soit, au lieu de demander quelque chose, tu te poses d'abord la question en quoi puis-je être utile pour ma société. En fonction de ça, si tu fais ton devoir, tu peux en ce moment réclamer tes droits parce que tu as fait ce que tu dois faire. En retour, on doit aussi faire pour toi ce que tu dois avoir. Mais de nos jours, comment ça se passe? Imaginez seulement, on est au sein de la mairie. Prenons l'exemple sur les ressources humaines de la mairie. Ils sont là pour assurer le développement de la commune. Mais les mécanismes d'information, je regrette de le dire, ça ne passe pas bien. On dit que chacun doit contribuer au développement de sa commune. Mais comment? Comment est-ce que les élus se sont débrouillés pour faire apprendre cela aux gens? Quand on atteint un certain âge, on doit contribuer personnellement dans la caisse de la mairie. Dans cette salle ici, combien de personnes sont au courant de cela? On peut faire les tests voir. Et combien il faut payer par an et par individu? Mais pour faire son devoir, il faut d'abord savoir ce qu'il faut faire. Mais les gens ne sont pas informés. Et de nos jours, nous avons la chance d'avoir des médias un peu partout. Le conseil municipal peut organiser des débats de ce genre, partir sur les radios, au moins informer, sensibiliser les gens et maintenant leur proposer leur bilan de développement. Avec ce que vous allez cotiser, voilà ce que nous allons réaliser avec ça. Ça serait très clair. Et quand on essaie de voir dans tous les secteurs, tant qu'on n'a pas où voler, on n'est pas à l'aise. Auparavant, quelqu'un qui intervenait dans un secteur, tu faisais tout pour plutôt dépenser au lieu de voler. Mais de nos jours, on te confie un poste de responsabilité. C'est quand tu ne voles pas, on dirait que tu es maudit. C'est grave, c'est que c'est le monde à l'envers. Auparavant, pour ne pas être la honte de ta famille, quand on te prenait dans une certaine situation frauduleuse, soit tu fuyais le village ou tu te donnais.